J'aurais beaucoup parlé, mais le temps ne me permet plus parce que je n'ai que 10 minutes. Et beaucoup de choses ont été dites ici. Lorsque nous devrions parler de l'Afrique centrale avant la colonisation, le problème des royaumes et des empires que nous avons connus en Afrique centrale. J'aurais pu parler également de l'Afrique centrale pendant la colonisation et comment les questions des frontières ont apparu avec la conférence de Berlin en 1885, le conflit entre Savonia de Brazza et Henri Morton Staller sur la paternité de Paul Malebo qui a influencé cette conférence. J'aurais parlé également de l'Afrique centrale post-coloniale. Permettez-moi que je parle en quelques mots de l'Afrique centrale et la démocratisation occidentale. Mes prédécesseurs ont parlé ici. Le discours qui est ressorti à la bonne et qui a, d'une manière ou d'une autre, influencé sensiblement la démocratie. La question des frontières est devenue une question hautement sensible avec l'introduction de la démocratie multipartite en Afrique et avec la fin de la guerre froide et la dissolution et la dislocation de l'URSS. Le discours sur la perestroïka a provoqué un choc et les angoisses en Afrique centrale. Chaque pays africain, et particulièrement de l'Afrique centrale, était contraint d'organiser un nouvel ordre mondial qui devrait passer par la conférence nationale et ensuite organiser les élections à l'occidental. Qu'est-ce que nous avons constaté au cours de ces années 1990? L'inadaptation, la maîtrise difficile de la notion de la démocratie qui a poussé certains pays de succomber dans les rébellions et les coups d'État. Le Congo-Brazzaville, après avoir organisé sa conférence nationale souveraine, a rejeté et succombé dans la rébellion. Et vous connaissez les conséquences. Les élections à l'occidental ont fait l'émergence des idées fondamentalistes basées sur l'identité. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Qui est citoyen, qui ne l'est pas. On a parlé ici d'ivoirité, on a parlé ici de la congolité, et j'en passe. Mais ces idées sont venues parce que chacun voulait à tout prix avoir de l'espace pour essayer d'avoir la possibilité de gagner les élections, écarter son adversaire. J'ai introduit l'idée en Afrique centrale des conséquences de la mondialisation. Au-delà de la démocratisation, je voudrais parler ici de la mondialisation, de ses conséquences. La mondialisation a provoqué la suppression des barrières en Europe au profit de la mise en place des organisations économiques comme des sous-ensembles pour partager les intérêts économiques. Et en Afrique, cela a suffi. Mais qu'est-ce qui est étonnant? Les sous-ensembles africains ont été récupérés et gérés d'une manière ou d'une autre par les multinationales. Dans le débat de ce matin, j'ai suivi, lorsque nous avons parlé de la CAC, il y a eu certains qui ont parlé ici des influences extérieures, de la manipulation. C'est effectivement, si vous allez parler de la CAC,
l'East Africa Community et d'autres sous-ensembles, SADC, vous allez trouver de quelle manière les multinationales ont aussi récupéré en gérant à travers l'injection des fonds dans les sous-ensembles. Les crises mondiales ont provoqué le retour des économies des puissants au dépourvu des faibles. Très souvent, nous avons tendance de ne pas le dire, mais à plusieurs reprises, nous avons constaté que les Africains ont été la cible des crises mondiales. Les organisations puissantes ou multinationales ont décidé de diriger les États africains en imposant leurs produits locaux ou les agents locaux. Aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, il y a un retour à la guerre froide économique. Et on peut constater qu'il y a l'angoisse en Occident. Et donc l'Afrique va devenir un pays de recours, un continent d'espoir en termes de ressources économiques et environnementales. Le conséquence de la mondialisation, c'est que toutes les économies de l'Afrique ont tendance d'être encore récupérées par les mêmes multinationales, parce qu'à l'époque c'était les États, maintenant on parle des multinationales. Naissance de mouvements politico-militaires, de rébellions, des espoirs chez les jeunes, naissance de groupes armés, imposition de mœurs, même contre nature, la tolérance aux homosexuels par exemple, et j'en passe. Quelles sont les causes des conflits frontaliers? La première cause, dames et messieurs, c'est la frustration et la mauvaise gouvernance. La frustration, parce que les économies des États d'Afrique centrale sont gérées d'une manière ou d'une autre par une poignée de personnes. L'oligarchie qui est au pouvoir, avec l'appui des multinationales, a fait naître des frustrations qui sont à la base de revendications sociales aujourd'hui, de rébellions et de mouvements politico-militaires. La boulimie des multinationales qui tient à bouleverser les constitutions des États de l'Afrique centrale. Chaque État, renverser les équilibres sociaux, changer les lois et les constitutions des États en Afrique centrale. La convoitise et la volonté. Donc là, je suis en train de parler de causes des conflits frontaliers. Convoitise et la volonté d'un État voisin de chercher par force ce que l'autre État dispose afin de satisfaire ses besoins économiques. Financer une rébellion chez le voisin afin de trouver la possibilité d'exploiter illégalement les ressources naturelles que dispose le voisin. Dans mon pays, principalement, la naissance du M23, où vous trouvez tous les mercenaires possibles. Vous avez les Ougandais dedans, vous avez le Rwandais, mais vous avez aussi les multinationales qui supportent et qui font les lobbies. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de trouver des espaces pour exploiter et illégalement et continuer à jouir. Il y a le destin de survie, pour le cas par exemple de Mbororo qui quitte le Tchad et s'installer dans le parc de la Garamba dans le motif de la survie. Il y a l'explosion démographique dans les pays voisins. Notre pays, principalement, nous avons vu les trompe-l'œil de pays voisins comme le Burundi et le Rwanda
remplir le Massissi, le Sud Kivu et ailleurs. Le chômage et la pauvreté qui entraînent l'exil des jeunes et des cerveaux. La problématique des transhumances, convoitise des conquêtes des espaces vitaux, absence de dialogue entre États, problématique de la délimitation des frontières de manière arbitraire ou artificielle et non naturelle. La cybercriminalité, l'arrivée dans la région, sur le continent, des mouvements d'extrémisme violent et de terrorisme. Je vais terminer par des recommandations. Comment l'Afrique centrale peut-elle gérer ses frontières pour assurer sa stabilité? Première recommandation. Pour assurer la stabilité en Afrique centrale, chaque État doit, premièrement, mettre fin à la porosité de ses frontières. Assurer l'intégrité des frontières par une couverture sécuritaire et de surveillance nationale optimale. À la rigueur, aller dans une surveillance bilatérale. Police des frontières bien formée, bien payée et bien équipée. Retenez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de nombre des effectifs de policiers, mais nous sommes à l'ère de la maîtrise de la technologie. Dans mon pays, c'est la partie Est qui est toujours menacée. Et quand elle est menacée, je me suis moi-même posé la question de savoir qu'est-ce qu'il nous faut. J'ai compris que nous avons besoin d'une technologie qui nous permet de maîtriser le mouvement migratoire et déplacement et assurer la couverture de la sécurité aux frontières. De renforcer la coopération bilatérale afin de renforcer la confiance. Très souvent, le dialogue entre États, à travers une coopération bilatérale sincère, permet effectivement de bien gérer les frontières. On ne peut pas gérer ces frontières seules, il faut les gérer avec le voisin. Mais dans cela, il faut une sincérité. Chaque État de la région doit se décider de ne pas héberger les ennemis de notre voisin ou financer les groupes armés ennemis de son voisin. Par contre, mettre des synergies pour éradiquer les groupes armés locaux et étrangers. 4. Assurer le contrôle démographique. Plus un voisin a plus de la population, il a tendance à vouloir les déverser d'un voisin pour assurer la survie. 5. Initier le projet intégrateur et d'intérêt économique. 6. Créer le One Border, One People. C'est-à-dire, initier le projet où vous gérez la frontière avec votre voisin direct. 7. Intensifier les échanges commerciaux et la circulation de personnes et de biens afin de partager la prospérité. 8. L'obligation pour chaque État de sensibiliser sa population sur le vivre ensemble et sur les réalités frontalières en termes d'éducation civique. Encourager la délimitation des frontières grâce à des tracés scientifiques. Et à cela, il faut associer les chefs coutumiers et la société civile. Voilà, mesdames et messieurs, chers participants, une petite contribution par rapport à la question de la gestion des frontières. Merci. Merci, monsieur le conférencier, qui a voulu se focaliser sur la question de savoir comment un État doit gérer les frontières pour la stabilité. Et parmi les pistes de solutions, le contrôle de la démographie est une question
qui est imposée à tous les États. Donc, chaque État doit contrôler sa propre démographie. Et les États de l'Afrique centrale doivent aussi faire partie de ce mécanisme de contrôle, tel que recommandé par l'OMS, tel que recommandé aussi par le bien-être social. Mais il n'est pas dit que vous allez, même dans notre propre maison, un papa ne doit pas, un père de famille ne doit pas être là pour produire à l'infini sans pouvoir analyser les ressources à sa disposition et dire que, bon, je mets au monde, ce sont les oncles, ce sont les grands-parents qui vont supporter les autres. Non. Vous mettez au monde en fonction de vos ressources. Et je dis ici comme recommandation, pour amener la stabilité, le pays de l'Afrique centrale doit contrôler la démographie et ne pas faire les trop-pleins et les déposer vers les autres pays. Par rapport à l'expérience de la RDC, nous avons connu dans notre pays, ça c'est l'histoire de notre pays, les trop-pleins du Burundi et de la RDC ont toujours été déversés à l'époque ici à l'RDC. On les a vus déversés dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et même dans le Maniema. La deuxième question était posée, diviser le pays. En tout cas, c'est ça déclarer la guerre à la RDC. Quand vous dites diviser, même en droit, c'est impossible. Là, vous déclarez, tous les citoyens congolais, les 100 millions, vont vous dire aujourd'hui. Ils sont prêts, sauf à ça. Troisième question. Oui. Alors, l'homosexualité est considérée en Afrique comme une pratique contraire aux coutumes MRC. Mais dans certaines institutions de Bretton Woods, vous avez vu certains pays être condamnés à accès au financement tout simplement parce qu'ils ont pénalisé la pratique. J'ai vu des pays où on dit si vous n'acceptez pas l'homosexualité, vous n'avez pas droit au crédit de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. C'est là que j'ai dit, ce sont des pratiques qu'on nous impose. Et ces pratiques-là sont contraires aux mœurs des Africains. La quatrième question qui a été posée, est-ce qu'il y a la transparence des contrats dans l'attribution des carrés miniers? Oui, il y a la transparence. Il y a même des structures. Mais le problème ici, c'est lequel? C'est la convoitise qui fait que certains pays ou certaines multinationales préfèrent passer par des voies détournées pour venir récupérer et exploiter en utilisant le prêt-nom ou les entreprises, comment on appelle les entreprises écrans, afin d'avoir plus. Regardez un exemple pratique. Je vous donne un exemple pratique. Aujourd'hui, les affrontements entre le gouvernement, entre les FARDC, donc nos forces, et le M23, se passe à Jomba. C'est dans le parc national de Virunga. Et dans le parc national de Virunga, site du patrimoine mondial, personne n'ose dire non, ça c'est un site du patrimoine mondial, vous ne pouvez pas aller vous battre là-bas. Deuxième chose, c'est là, dans cette zone-là, à Jomba, c'est là où se passe la visite aux gorilles. C'est là où il y a les gorilles de montagne. Mais dans cette même zone, c'est là où on a découvert le pétrole. Alors, mais vous voyez le monde entier en train de tourner dans l'hypocrisie. Au lieu de dire, en tout cas, ce n'est pas ici où vous devez vous battre. Non, on tourne dans l'hypocrisie, on dit non, il faut aller dialoguer. Nous allons dialoguer avec qui? Nous allons dialoguer avec les mercenaires. Comme nos frères de Centrafrique qui ont dit. Nous allons dialoguer avec eux. Nous allons dialoguer avec les mercenaires. Nous allons dialoguer avec les gens qui viennent de l'Ouganda. Nous allons dialoguer avec les gens qui viennent du Rwanda.
qui viennent de Rohingya là-bas, tout ça. Et nous allons nous mettre ensemble. Mais non. Et on nous dit maintenant, ok, nous allons les intégrer où? Même les DD que je dois faire, moi qui suis chargé du DD, je vais le faire de DD comment? Les DD des étrangers ou des Congolais? Ah. Ça, c'est une autre matière. Il y a un mécanisme régional pour le rapatriement. Il y a un aide régional qui existe. Mais si c'est de cela, mais ici, il est question de dire, dans ce mécanisme-là, vous devez négocier. Négocier avec qui? La transhumance en RDC. C'est ce que nos frères ont dit, par exemple, pour la Centrafrique. Vous voyez des troupeaux et des troupeaux de bœufs entrer à partir, ils viennent de Tchad, traversent la Centrafrique, entrent jusque dans les Hautes-Ouélé, dans les Basses-Ouélé, avec les armes et les munitions. La population, ils vont dans les champs de population, ils entrent dans le parc national de Garamba, et si la population essaie de dire quelque chose, ce sont les armes qui piquent. Mais non. Même si ça pouvait être une richesse, en tout cas, je ne crois pas que pour la RDC, c'est une richesse. C'est la mort. La population de la RDC n'en veut pas. Merci beaucoup. Merci.